Scarlett O'Brien se tenait sur le porche de la maison principale du ranch, les bras croisés sur la poitrine, observant la carriole qui approchait avec une expression qui laissait deviner qu'elle attendait soit un sauveur, soit une nouvelle déception. À en juger par les 3 derniers mois, la seconde option était la plus probable. Le soleil matinal du Texas était déjà suffisamment haut pour inonder d'or les vastes pâturages où paissaient ses vaches, sa fierté et sa malédiction à la fois. Le ranch du Chêne Rouge s'étendait sur un bon millier d'acres entre la rivière Brazos et les collines couvertes de genévriers. La terre y était bonne, le bétail robuste et les ouvriers fiables. Tout allait pour le mieux jusqu'à ce que les problèmes en cuisine ne commencent. Au cours des 6 derniers mois, elle avait vu défiler 4 cuisiniers. Le premier était un ivrogne. Le deuxième ne savait rien cuisiner d'autre que des haricots au lard. Le troisième s'était battu avec le chef des cow-boys et était reparti avec le nez cassé. Et le quatrième avait simplement disparu une nuit, emportant avec lui les cuillères en argent. Après cela, Scarlett avait cuisiné elle-même, se levant à 4 heures du matin et terminant sa journée vers minuit. Au bout d'un mois, elle comprit qu'elle ne tiendrait pas longtemps ainsi. Le ranch exigeait son attention. Pas seulement ses talents culinaires, qui, pour être honnête, étaient franchement médiocres. Elle rédigea alors une annonce et l'envoya dans plusieurs villes, dont Austin et San Antonio. Recherche cuisinier pour ranch, logement et repas fournis, salaire assuré. Des mots simples pour un travail simple. 3 réponses lui parvinrent. Elle rejeta les 2 premières immédiatement. Les lettres montraient clairement que leurs auteurs ne connaissaient pas la différence entre une casserole et un seau. La 3e lettre était étrange, rédigée d'une écriture calligraphiée sur du papier de qualité, avec une grammaire parfaite et pas la moindre faute. L'auteur se présentait comme Pierre Dubois, un chef avec de l'expérience à la Nouvelle-Orléans, prêt à déménager au Texas pour des raisons personnelles. Il ne vantait pas ses mérites, mais chaque ligne respirait l'éducation et les bonnes manières. Scarlett avait alors pensé qu'il s'agissait peut-être d'une plaisanterie. Quel chef de la Nouvelle-Orléans irait travailler dans un ranch perdu au milieu de nulle part? Mais elle n'avait pas d'autre option et répondit par l'affirmative. Ils convinrent d'une date d'arrivée, et c'était aujourd'hui que ce mystérieux Monsieur Dubois devait apparaître. La carriole s'arrêta près du portail. Le cocher, le vieux Joe du village voisin, lui fit un signe de la main et cria quelque chose. Mais ses paroles se perdirent dans le bruit du vent. Scarlett descendit du porche et s'avança à sa rencontre, scrutant la silhouette du passager. L'homme qui sauta de la carriole ne correspondait en rien à ses attentes. Elle s'était imaginé un homme petit, grassouillé, avec un tablier graisseux et des moustaches sentant l'oignon. Au lieu de cela, devant elle se tenait un homme grand, d'environ 35 ans, vêtu d'un costume sombre qui, même après un long voyage, paraissait impeccable. Un chapeau à large bord protégeait son visage du soleil, mais lorsqu'il le retira, Scarlett découvrit des traits réguliers, des cheveux sombres soigneusement peignés en arrière, et des yeux noisettes attentifs, où l'on pouvait lire de la fatigue, mais aucune faiblesse. « Madame O'Brien », dit-il avec un accent notable, mais son anglais était clair et compréhensible. « Mademoiselle », corrigea-t-elle automatiquement, « je ne suis pas mariée. »« Je vous prie de m'excuser, » dit-il en s'inclinant légèrement, un geste qui semblait étrange et déplacé au milieu d'un ranch texan. « Je suis Pierre Dubois. J'ai reçu votre lettre et je suis venu pour le poste de cuisinier. » Scarlett le toisa de la tête aux pieds, sans dissimuler son scepticisme. Des bottes propres, un pantalon repassé, un gilet avec une chaîne de montre la goussaient. Cet homme ne savait manifestement pas ce qu'était le véritable travail dans un ranch. « Avez-vous déjà cuisiné pour 20 cow-boys affamés, Monsieur Dubois ?» demanda-t-elle, en écorchant délibérément son nom à la manière américaine. « J'ai cuisiné pour 50 convives au restaurant Lafayette à la Nouvelle-Orléans, » répondit-il calmement. « Je suppose que le principe est le même, bien que les goûts puissent différer. »
Ici, ce n'est pas la Nouvelle-Orléans, rétorqua Scarlett, les bras croisés. Ici, on mange de la viande, des haricots, des pommes de terre et du pain. Pas de vos chichis français. Les hommes ont eu besoin d'une nourriture simple et consistante qui leur donne la force de travailler de l'aube au crépuscule. Je comprends, dit-il en hochant la tête, sans montrer la moindre offense, et je suis prête à cuisiner exactement ce qu'il faut. Elle voulut ajouter quelque chose, mais remarqua que le vieux Joe commençait déjà à décharger les bagages. 2 grandes valises et plusieurs caisses soigneusement emballées. « Qu'y a-t-il dans les caisses » demanda Scarlett en désignant le chargement. « Mes outils, » répondit Pierre. « Couteau, casserole, épices, ce sans quoi un cuisinier ne peut travailler. »« Nous avons une cuisine, avec des ustensiles, » grommela-t-elle. « J'en suis certain, » dit-il, sa voix dénuée de défi, constatant simplement un fait. Mais chaque artisan a ses propres outils. Vous ne demanderiez pas à un forgeron de travailler avec le marteau d'un autre s'il a le sien, éprouvé, n'est-ce pas? Scarlett eut un petit sourire malgré elle. La comparaison était inattendue, mais juste. Très bien, dit-elle. Je vais vous conduire à la cuisine. Je vous montrerai où vous dormirez, où se trouvent les provisions, où tout est rangé. Le déjeuner doit être prêt pour midi, le dîner à 6 heures. Le petit déjeuner à 5 heures du matin, compris. Pierre prit ses valises, bien qu'elles fussent visiblement lourdes, et la suivit. Scarlett le mena à travers la cour, passant devant l'écurie où quelques ouvriers réparaient une selle, devant la grange où était entreposé le foin, jusqu'à un bâtiment séparé près de la maison principale. La cuisine était spacieuse, avec un grand poêle en fonte, une longue table de travail, des étagères garnies de vaisselle et un garde-manger où étaient stockés des sacs de farine, de sucre et d'autres denrées. « C'est ici que vous travaillerez, » dit-elle en ouvrant la porte. La chambre du cuisinier est à l'étage, par l'escalier. Elle est petite mais propre. Les draps sont frais. Pierre entra et jeta un regard circulaire. Son visage resta impassible. Mais Scarlett remarqua qu'il s'attarda sur le poêle, sur les couteaux suspendus au mur, sur la fenêtre par laquelle filtrait la lumière du soleil. « C'est une bonne cuisine, » dit-il enfin. « On peut y travailler. Je suis ravi que vous approuviez. » Ne put s'empêcher de lancer Scarlett avec sarcasme. « Les hommes viennent déjeuner au réfectoire. C'est de l'autre côté du couloir. Il y a une longue table, des bancs. Vous servez la nourriture. Ils mangent, vous nettoyez. C'est simple, c'est très clair. » Elle se retourna pour partir. Mais il l'arrêta d'une question. « Mademoiselle O'Brien, si je puis me permettre, combien de personnes travaillent au ranch ?»« 18 ouvriers permanents, plus moi, plus vous, » répondit-elle. « Parfois, il y a des saisonniers, mais pas en ce moment. Donc 20 portions à chaque repas, » dit-il en hochant la tête, comme s'il faisait des calculs mentaux. « De quels produits disposez-vous » ? Le garde-manger contient tout le nécessaire. La viande fraîche est livrée tous les 3 jours. Le lait et les œufs chaque jour de la ferme voisine. Pour les légumes, il y a ce que le potager offre. C'est l'été, donc vous trouverez des tomates, des oignons, des pommes de terre. La farine, le sel, le sucre, tout est en sac. S'il manque quelque chose, dites-le moi, je le commanderai en ville. Bien. Je commencerai dès que j'aurai défait mes affaires. Ne perdez pas de temps à déballer, coupa Scarlett. Il reste 2 heures avant le déjeuner. Les hommes ont besoin de manger, pas de vos valises. Pierre la regarda longuement, sans offense ni indignation, seulement avec une évaluation calme. Comme vous voudrez, mademoiselle O'Brien. Elle sortit de la cuisine, claquant la porte un peu plus fort que prévu. Quelque chose chez cet homme l'agaçait. Peut-être sa politesse excessive. Peut-être ses vêtements impeccables. Ou peut-être simplement le fait qu'il soit français, représentant d'un monde qu'elle n'avait jamais vu. Et honnêtement, ne désirait pas particulièrement voir. Scarlett avait grandi dans ce ranch. Son père, Connor O'Brien,
était un Irlandais arrivé au Texas, les poches vides, mais avec une volonté de faire. Il avait bâti le Iri Ocean Rouge à partir de rien, travaillant 16 heures par jour sans jamais se plaindre ni abandonner. Scarlett avait appris de lui à être forte, à ne pas montrer ses faiblesses, à ne jamais demander d'aide. À la mort de son père 5 ans plus tôt, elle avait repris le ranch. Elle avait alors 22 ans et beaucoup pensaient non qu'elle n'y arriverait pas. Mais elle avait réussi. Elle avait prouvé à tous qu'une femme pouvait gérer un ranch aussi bien qu'un homme. Et maintenant, ce Français élégant, avec ses casseroles et son accent, débarquait sur ses terres. Scarlett ne savait pas à quoi s'attendre, mais elle décida de lui donner une chance, une seule. S'il échouait, elle le renverrait sans le moindre regret. À l'approche de midi, Scarlett se trouvait à l'écurie, vérifiant la santé d'un jeune étalon récemment acheté. L'animal était nerveux, et elle voulait s'assurer qu'il s'habituait à son nouvel environnement. Le chef des Cowboys, Thomas Redding, se tenait à côté, se grattant la barbe et discutant des plans pour la semaine. « Il faut déplacer le troupeau vers le pâturage ouest, » disait-il. « L'herbe y est meilleure en ce moment. Ça prendra 3 jours si le temps ne se gâte pas. » « Entendu, acquiesça Scarlett. Tu prendras 6 hommes. 7, ce serait mieux, au cas où. » Elle s'apprêtait à répondre lorsque le son de la cloche suspendue près de la cuisine interrompit leur conversation. C'était le signal que le repas était prêt. D'habitude, c'était elle qui la sonnait. Mais aujourd'hui, Pierre l'avait fait. « Allons voir ce que ce Français nous a concocté, » sourit Thomas. Ils sortirent de l'écurie et se dirigèrent vers le réfectoire. Les autres ouvriers, bronzés, poussiéreux et fatigués, commençaient déjà à se rassembler. Les hommes travaillaient depuis l'aube, et la faim était leur compagne constante. En entrant dans le réfectoire, Scarlett fut frappée par l'odeur. D'habitude, cela sentait simplement la viande grillée et l'oignon, parfois le pain frais. Mais maintenant, un arôme flottait dans l'air, un arôme qui la fit s'arrêter. De la viande mijotée aux herbes, du pain tout juste sorti du four, à la croûte croustillante. Et autre chose, de subtil, d'épicé, qu'elle ne parvenait pas à identifier. Pierre se tenait près de la table, servant la nourriture. Il avait retiré son costume et portait une simple chemise blanche et un pantalon sombre, par-dessus lesquels il avait noué un tablier. Ses manches étaient retroussées jusqu'au coude, révélant des avant-bras forts. Ses cheveux étaient légèrement en désordre, une goutte de sueur perlait sur son front. Il semblait plus humain. Sur la table, de grands plats contenaient un ragoût de bœuf qui semblait fondre à la fourchette. À côté, du pain fraîchement cuit, coupé en tranches régulières, des légumes rôtis, assaisonnés de quelque chose qui leur donnait une saveur riche et inattendue, et même une soupe, simple mais parfumée, avec des morceaux de carottes et de céleri. Les hommes qui s'assirent en silence, échangeant des regards. Ils étaient habitués à une nourriture simple et sans saveur. Ce qui se trouvait devant eux était différent. Thomas fut le premier à prendre sa cuillère et à goûter la soupe. Ses yeux s'écarquillèrent. « Bon sang, » marmonna-t-il, « c'est délicieux. » Les autres suivirent son exemple. Le réfectoire se remplit des bruits du repas, le cliquetis des fourchettes, des reniflements satisfaits, de rares exclamations d'approbation. Même Scarlett, qui voulait rester critique, ne put résister. Elle prit un morceau de viande et le goûta avec précaution. La viande était tendre, juteuse, avec un léger goût de romarin et d'ail. Elle fondait dans la bouche, laissant un arrière-goût qui donnait envie d'en reprendre. Le pain était chaud, avec une croûte croustillante et une mie moelleuse. Les légumes étaient rôtis juste assez pour que leur douceur se révèle pleinement. Elle leva les yeux et croisa le regard de Pierre. Il se tenait contre le mur, observant la réaction des convives. Quand leurs regards se rencontrèrent, il ne sourit pas, ne montra aucun triomphe. Il se contenta d'un signe de tête, poli, presque imperceptible. Scarlett se détourna et continua de manger.
s'efforçant de ne pas montrer à quel point elle était impressionnée. Lorsque le déjeuner se termina, les hommes quittèrent sur le réfectoire, satisfaits et reconnaissants. Quelques-uns remercièrent même Pierre, ce qui était rare. D'habitude, les cuisiniers étaient considérés comme un dû. Scarlett s'attarda, attendant que tout le monde soit parti. Une fois le réfectoire vide, elle s'approcha de Pierre, qui commençait à débarrasser la table. « C'était bon, » dit-elle sèchement. « Mais ne croyez pas qu'un seul déjeuner règle tout. »« Je ne le crois pas, » répondit-il calmement, en ramassant les assiettes sales. « Je fais simplement mon travail. »« Où avez-vous appris à cuisiner comme ça ?» Il s'arrêta, une pile d'assiettes à la main, et la regarda. « À Paris, puis à la Nouvelle-Orléans. C'est une longue histoire. »« Je n'ai pas le temps pour les longues histoires, » dit Scarlett en se tournant vers la sortie. « Le dîner est à 6 heures. Tâchez de maintenir le niveau. » Elle sortit sans attendre de réponse. Mais en retournant vers la maison, 2 sentiments se battaient en elle. Le premier était le soulagement d'avoir enfin trouvé un cuisinier qui savait vraiment cuisiner. Le second était une anxiété inexplicable face à cet homme qui n'était pas celui qu'elle attendait. Et pour une raison inconnue, ce second sentiment l'inquiétait davantage. Le soir tomba doucement sur le ranch, comme toujours à la fin de l'été. Le ciel se teinta de rouge et d'or, et le soleil descendit lentement derrière les collines, laissant de longues ombres derrière lui. Scarlett se tenait près de l'enclos, observant un jeune ouvrier nommé Jake nettoyer une selle. Le travail au ranch ne finissait jamais. Il y avait toujours quelque chose à vérifier, à réparer, à entretenir. Elle aimait ces heures du soir, lorsque la chaleur de la journée s'apaisait et qu'on pouvait respirer à plein poumon. Elle aimait l'odeur de l'herbe chauffée par le soleil et le meuglement tranquille des vaches au loin. C'était son domaine, sa maison, et elle ne pouvait s'imaginer ailleurs. La cloche sonna de nouveau, annonçant que le dîner était prêt. Scarlett s'essuya les mains sur un mouchoir qu'elle gardait toujours dans sa poche et se dirigea vers le réfectoire. Elle ne savait pas à quoi s'attendre après le déjeuner. Peut-être était-ce un coup de chance. Peut-être Pierre avait-il simplement fait un effort le premier jour et que tout redeviendrait médiocre par la suite. Mais lorsqu'elle entra dans le réfectoire, les arômes étaient à nouveau extraordinaires. Cette fois, cela sentait le poulet rôti au thym, les pommes de terre au four et quelque chose de sucré. Peut-être une tarte. Les hommes étaient déjà à table, leur visage exprimant une attente impatiente. Thomas, qui mangeait habituellement en silence et avec concentration, souriait même. « Si ce Français cuisine comme ça tous les jours, je suis prête à supporter son accent jusqu'à la fin de mes jours. » Plaisanta l'un des cow-boys, provoquant les rires des autres. Scarlett s'assit à sa place habituelle, en bout de table. Pierre sortit de la cuisine, portant un grand plat de poulet doré, rôti à la perfection. Suivaient des bols de légumes et une corbeille de pain frais. Quand tout le monde commença à manger, le réfectoire se remplit d'un silence satisfait. Le poulet était juteux à l'intérieur et croustillant à l'extérieur. Les pommes de terre parfaitement cuites, avec des bords croquants et un cœur tendre. Même les carottes, que personne ne mangeait habituellement avec enthousiasme, étaient si délicieuses qu'elles disparurent entièrement. Scarlett mangeait lentement, s'efforçant de ne pas montrer son admiration. Mais intérieurement, elle devait l'admettre. Cet homme connaissait son métier. Elle voyait les hommes échanger des regards, sourire, demander du rab. Elle ne les avait pas vus aussi contents depuis des mois. Alors que le dîner touchait à sa fin, Pierre apporta le dessert, une tarte aux pommes, à la croûte dorée, encore tiède du four. L'odeur de cannelle et de pommes cuites emplit la pièce, et quelqu'un laissa même échapper un soupir de surprise. « Mon Dieu, on dirait qu'on a un vrai restaurant ici », marmonna l'un des gardiens de troupeau en se coupant une grosse part. Scarlett prit un petit morceau et le goûta. La tarte était parfaite, sucrée mais pas écœurante, avec une pâte croustillante et une garniture fondante.
Les pommes étaient coupées finement et uniformément, la cannelle ajoutée dans des proportions exactes. Elle leva les yeux et croisa de nouveau le regard de Pierre. Il se tenait près de la porte de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. Son visage n'exprimait ni fierté ni suffisance, seulement la concentration tranquille d'un homme qui a bien fait son travail. Quand tout le monde fut parti, Scarlett resta pour aider à débarrasser. D'habitude, elle ne le faisait pas. Le cuisinier avait son travail, et elle le sien. Mais ce soir, pour une raison quelconque, elle s'attarda, ramassant les assiettes vides et les empilant. Pierre sortit de la cuisine et s'arrêta en la voyant. « Vous n'êtes pas obligée de faire ça, mademoiselle O'Brien, dit-il. Je peux me débrouiller seule. »« Je sais, » répondit-elle en continuant de ramasser la vaisselle. « Mais j'ai quelques minutes. » Ils travaillèrent en silence, transportant les assiettes et les restes de nourriture dans la cuisine. Scarlett remarqua à quel point tout était organisé, les couteaux bien rangés, les casseroles lavées, et à leur place, le plan de travail impeccable. Pierre était manifestement un homme d'ordre. « Avez-vous déjà travaillé dans un ranch auparavant ?» demanda-t-elle en posant une pile d'assiettes sur la table. « Non, » répondit-il honnêtement. « Seulement dans des restaurants. Mais j'apprends vite. Ça se voit, » dit-elle, incapable de retenir une note d'approbation. « Les hommes ont apprécié. Ils ont même parlé de vous après le déjeuner. Je suis heureux de l'entendre. » Pierre se tourna vers elle, s'appuyant sur le bord de la table. « Je n'étais pas sûr que ma cuisine leur plairait. Vous avez dit qu'ils étaient habitués à une nourriture simple. »« Ils le sont, » acquiesça Scarlett. « Mais cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas apprécier quelque chose de meilleur. » Elle se tut, le regardant. À la lumière de la lampe à pétrole, son visage paraissait plus doux que pendant la journée. La fatigue dans ses yeux était plus visible, et elle pensa soudain que cet homme avait probablement traversé une épreuve difficile pour se retrouver ici, au fin fond du Texas, loin des grandes villes et des restaurants. « Pourquoi avez-vous quitté la Nouvelle-Orléans » demanda-t-elle, se surprenant elle-même. Pierre se figea. Son regard devint lointain, et il resta silencieux quelques secondes, comme s'il décidait de répondre ou non. « J'ai perdu mon restaurant, dit-il enfin, et sa voix trahissait une douleur qu'il tentait de dissimuler. J'avais un établissement dans le centre-ville, petit, mais prospère. J'y avais investi tout mon argent, toutes mes forces. Mais mon associé s'est avéré être un escroc. Il a contracté des prêts en mon nom, sans me le dire, puis a disparu avec l'argent. Quand les créanciers sont venus, je n'avais rien pour payer. J'ai dû céder le restaurant, vendre tout ce que je possédais. Je me suis retrouvé avec des dettes et sans avenir. » Scarlett écoutait en silence. Elle savait ce que signifiait perdre ce en quoi on avait tout investi. Elle avait failli perdre le ranch quelques années plus tôt, lorsqu'une sécheresse avait détruit les récoltes et la moitié du bétail. Seule sa persévérance et l'aide de quelques personnes fiables l'avaient sauvée. « Je suis vraiment désolé, » dit-elle doucement. « Ne le soyez pas, » dit Pierre en secouant la tête. « C'était mon erreur. J'ai fait confiance à la mauvaise personne. Maintenant, je recommence à zéro. Et vous avez choisi un ranch au Texas ? » « J'ai choisi un endroit où personne ne me connaît, ni mes échecs, » répondit-il. « Un endroit où je peux simplement travailler et ne pas penser au passé. » Scarlett hocha la tête. Elle comprenait ce désir de repartir à neuf, de laisser derrière soi tout ce qui faisait souffrir. « Alors, bienvenue au Chêne Rouge, Monsieur Dubois, » dit-elle. « Ici, le passé n'intéresse personne. L'important, c'est de faire son travail. » « Merci, mademoiselle O'Brien. » Elle s'apprêtait à partir, mais il l'arrêta. « Puis-je vous poser une question ?»« Oui. »« Pourquoi gérez-vous ce ranch seul ? D'habitude, ce sont les hommes qui font ça. » Scarlett se tendit. On lui avait posé cette question de nombreuses fois, et à chaque fois, elle l'agaçait. « Parce que je le peux, » répondit-elle froidement. « Mon père a bâti cet endroit, et quand il est mort, il m'est revenu.
Je n'allais pas le céder à quelqu'un d'autre simplement parce que je suis une femme. Je ne voulais pas vous offenser, dit Pierre en levant les mains dans un geste d'apaisement. C'est juste que je vois que vous faites un excellent travail. C'est digne de respect. Elle le regarda attentivement, essayant de déterminer s'il était sincère. La plupart des hommes qui lui faisaient des compliments le faisaient soit par politesse, soit dans l'espoir d'obtenir quelque chose en retour. Mais dans les yeux de Pierre, elle ne vit ni l'un ni l'autre. Seulement de l'honnêteté. « Merci, » dit-elle après une pause. « C'est agréable à entendre. » Ils se turent de nouveau, et le silence entre eux n'était plus aussi tendu. Scarlett sentit que peut-être cet homme n'était pas si mal, malgré son accent et ses manières françaises. « Il faut que j'y aille, » dit-elle enfin. « Demain, je me lève tôt. Bonne nuit, mademoiselle O'Brien. Bonne nuit. » Les jours suivants s'écoulèrent paisiblement. Pierre cuisinait 3 fois par jour, et à chaque fois, sa nourriture ravissait les ouvriers. Il préparait des soupes aux herbes aromatiques, grillait des steaks à la perfection, cuisait un pain auquel il était impossible de résister. Même les simples haricots, sous sa main, devenaient quelque chose de spécial. Scarlett l'observait de loin. Elle évitait de passer trop de temps avec lui, mais se rendait parfois à la cuisine pour discuter du menu ou commander des provisions. Chaque fois, elle remarquait quelque chose de nouveau. La façon dont il se déplaçait avec assurance et précision. Comment il tenait son couteau. Comment il goûtait un plat avant de le servir. Un soir, en passant devant la cuisine, elle entendit chanter, doucement, presque inaudiblement. Pierre était près du poêle, remuant quelque chose dans une casserole, et fredonnait une mélodie en français. Sa voix était agréable, profonde, et la chanson semblait à la fois triste et belle. Scarlett s'arrêta à la porte, ne voulant pas l'interrompre. Elle le regarda et pensa à la manière étrange dont le destin avait conduit cet homme ici. Il était si différent de tous les autres au ranch, raffiné, instruit, avec des manières qui parlaient d'un autre monde. Et pourtant, il s'était mieux intégré qu'elle ne l'aurait cru. Quand Pierre se retourna et la vit, il se tut immédiatement. « Excusez-moi, dit-il, je ne vous avais pas remarqué. »« Ne vous excusez pas, » répondit Scarlett. « Vous avez une belle voix. »« Merci. C'est une vieille chanson que ma mère chantait. Je m'en suis souvenu en cuisinant. » « De quoi parle-t-elle ? » ?»« D'un amour qui ne s'est pas réalisé, » dit Pierre avec un sourire triste. « Toutes les chansons françaises parlent d'amour qui ne se réalisent pas. » Scarlett sourit. « Vous, les Français, vous avez une drôle d'idée de la romance. »« Peut-être, » admit-il. Mais ne sont-ce pas ces histoires chicolas dont on se souvient le mieux? Elle ne sut que répondre. Alors elle hocha simplement la tête et s'en alla. Mais ses paroles restèrent avec elle, tournant dans sa tête jusqu'au soir. À la fin de la semaine, un incident se produisit. Thomas et quelques ouvriers revinrent plus tôt que prévu du pâturage ouest. L'un d'eux, un jeune homme nommé Will, était tombé de cheval et s'était gravement contusionné l'épaule. Scarlett envoya immédiatement quelqu'un chercher le médecin en ville. Mais en attendant, il fallait faire quelque chose. Pierre sortit de la cuisine, en entendant le bruit, et vit Will qu'on aidait à entrer dans la maison. Le garçon était pâle, se tenant l'épaule et gémissant de douleur. « Allongez-le sur le divan, » ordonna Scarlett. « Apportez de l'eau et des serviettes propres. » Pierre disparut et revint 1 minute plus tard avec une bassine d'eau tiède, des serviettes et une petite trousse de secours qu'il avait apportée de sa chambre. « Je peux aider, » dit-il. « Je ne suis pas médecin, mais je connais les premiers secours. » Scarlett le regarda avec doute, mais acquiesça. Il n'y avait pas de temps à perdre. Pierre examina délicatement l'épaule de Will, vérifiant qu'il n'y avait pas de fracture. Ses mains se déplaçaient avec assurance mais douceur, et Scarlett remarqua que le garçon se calmait sous son contact. « L'os est intact, » dit Pierre. « Mais c'est une grosse contusion. Il faut appliquer du froid et lui donner quelque chose contre la douleur. » Il sortit de sa trousse un petit flacon de teinture et en dilua quelques gouttes dans de l'eau. « Bois ça, »
dit-il à Will. Ça aidera à calmer la douleur. Le garçon obéit, grimaçant au goût amer. Pierre trempa une serviette dans l'eau froide et l'appliqua sur l'épaule, la maintenant délicatement. Scarlett se tenait à côté, observant. Elle voyait avec quel calme et assurance il agissait, comment ses mains, habituées à préparer la nourriture, soignaient maintenant un blessé. C'était inattendu. Lorsque le médecin arriva, il confirma le diagnostic de Pierre et le félicita pour ses premiers soins appropriés. Will resta à la maison pour la nuit et les autres retournèrent à leurs occupations. Scarlett retrouva Pierre dans la cuisine. Il était assis sur un tabouret, une tasse de thé à la main, regardant par la fenêtre. « Merci pour votre aide, » dit-elle. « Vous avez bien géré la situation. »« C'était nécessaire, » répondit-il simplement. « Je ne pouvais pas rester sans rien faire. Comment savez-vous soigner les gens ?»« Mon père était chirurgien militaire, » expliqua Pierre. « Il m'a appris les bases quand j'étais enfant. Il disait que tout le monde devrait savoir porter secours en cas de besoin. » Scarlett s'assit en face de lui. « Votre père était un homme sage. » « Oui, il l'était. » Ils restèrent assis en silence pendant quelques minutes. Scarlett sentit que quelque chose avait changé entre eux. Auparavant, elle ne voyait en Pierre qu'un étranger, un homme qui n'appartenait pas à cet endroit. Mais aujourd'hui, elle avait vu en lui quelque chose de plus, une fiabilité, une sollicitude, une force cachée sous son apparence raffinée. « Vous savez, » dit-elle lentement, « je me suis trompée à votre sujet. » Pierre leva les yeux, c'est-à-dire, « Je pensais que vous seriez faible, délicat, quelqu'un qui ne supporterait pas la vie au ranch. Mais vous n'êtes pas comme ça. » « Merci, mademoiselle O'Brien. » Une lueur chaleureuse passa dans ses yeux. « Cela signifie beaucoup pour moi. » Scarlett se leva pour partir, mais s'arrêta à la porte. « Appelez-moi Scarlett, » dit-elle. « Si nous devons travailler ensemble, laissons tomber les formalités. »« Très bien, Scarlett, » prononça-t-il, et son prénom sonnait doux et étrangement beau dans sa bouche. « Alors, peut-être m'appellerez-vous Pierre. » Elle hocha la tête et sortit. Mais tout le reste de la soirée, elle pensa à la façon dont son nom avait résonné, et cela la réchauffa plus qu'elle n'était prête à l'admettre. Août touchait à sa fin, apportant avec lui les premiers signes de l'automne. L'air matinal devenait plus frais, et l'herbe des pâturages commençait à jaunir par endroits, là où le soleil l'avait brûlé sans pitié tout l'été. Scarlett se réveillait chaque matin en pensant aux tâches qui étaient toujours plus nombreuses que les heures dans une journée. Il fallait vérifier l'état des puits, préparer le troupeau pour la transhumance d'automne, réparer la clôture sur le terrain nord, endommagée lors de la dernière tempête. Mais dernièrement, une autre pensée s'était ajoutée à ses préoccupations habituelles, celle de Pierre. Elle ne voulait pas l'admettre, mais elle se surprenait à chercher un prétexte pour aller à la cuisine, poser une question quelconque, simplement pour le voir. Cela l'agaçait. Scarlett avait l'habitude de contrôler sa vie, ses décisions, ses sentiments. Et voilà qu'un cuisinier français commençait à occuper une place dans ses pensées, qu'il n'aurait pas dû. Elle se disait que ce n'était que de la curiosité. Pierre était un homme intéressant, différent de ceux qu'elle avait connus toute sa vie. Il était instruit, cultivé, capable de parler de choses auxquelles les cow-boys locaux ne pensaient même pas. Parfois, le soir, une fois le travail terminé, il s'asseyait sur le porche de la cuisine et il lui parlait de Paris, de la Nouvelle-Orléans, d'un monde qui existait bien au-delà des prairies texanes. Un soir, elle lui demanda « Vous ne vous ennuyez pas ici ? Après les grandes villes, les restaurants, toute cette vie ?» Pierre réfléchit, regardant le coucher de soleil qui peignait le ciel de teintes roses et violettes. « Non, » répondit-il honnêtement. « Au début, je pensais que je m'ennuierais. Mais il y a une beauté propre à cet endroit. Le silence, l'espace,
ces couchers de soleil. À Paris, je n'ai jamais vu un ciel pareil. Il y a toujours de la fumée, des bâtiments, des foules. Ici, j'ai l'impression de pouvoir respirer. Scarlett sourit. J'ai toujours vécu ici et je n'ai jamais voulu partir. Mais parfois, je me demande ce que c'est que de vivre dans une grande ville. Ici, bruyant, agité, parfois solitaire, dit Pierre en se tournant vers elle. On peut être entouré de centaines de personnes et se sentir quand même seul. Ici, Orange, je me sens faire partie de quelque chose de vrai. Les gens se connaissent, travaillent ensemble, prennent soin les uns des autres. C'est précieux. Vous êtes un romantique, Pierre, dit-elle avec un sourire en coin. Peut-être, répondit-il en souriant à son tour. Mais y a-t-il quelque chose de mal à cela? Elle ne répondit pas, car elle ne savait que dire. La romance n'avait jamais fait partie de sa vie. Elle avait grandi dans un monde où comptaient le pragmatisme, la force et la capacité à survivre. Les rêves et les sentiments lui semblaient un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Mais quand elle regardait Pierre, quelque chose en elle commençait à s'adoucir. Il la faisait réfléchir à des choses auxquelles elle n'avait jamais pensé auparavant. Au fait que la vie pouvait être plus que le travail et la survie. Que, peut-être, il y avait de la place pour quelque chose de plus. Un jour, Jonathan Clark, le propriétaire du domaine voisin, vint au ranch. C'était un homme imposant d'environ 45 ans, avec une épaisse moustache et un regard assuré. Jonathan possédait presque 2 fois plus de terre, cela dit, que le chêne rouge, et ne manquait jamais une occasion de le rappeler. Scarlett le rencontra au portail. Elle savait pourquoi il était venu, qui, tous les quelques mois, il se présentait avec la même proposition. « Bonjour, Scarlett, dit-il en descendant de cheval. « Comment vont les affaires au ranch ?»« Tout va bien, Jonathan, répondit-elle sobrement. « À quoi dois-je ta visite ?»« Je passais juste voir comment allait ma voisine, dit-il avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Tu sais, je repense à notre conversation, à l'idée d'unir nos terres. Je t'ai déjà dit que je n'avais pas l'intention de vendre le ranch, dit Scarlett en croisant les bras. Et je ne parle pas de vente, dit Jonathan en s'approchant. Je parle d'un partenariat. Ou même plus, tu sais que j'ai des sentiments pour toi depuis longtemps. Nous pourrions nous marier, unir nos domaines. Tu deviendrais l'une des femmes les plus riches du comté. Scarlett sentit l'irritation monter en elle. C'était la 3e fois qu'il lui faisait cette proposition. Et à chaque fois, elle avait refusé. Jonathan n'était pas un mauvais homme, mais il voyait en elle non pas une femme, mais un ajout pratique à ses plans. « Je n'ai pas besoin de richesse, Jonathan, » dit-elle fermement. « J'ai tout ce dont j'ai besoin, et je n'épouserai pas un homme que je n'aime pas. »« L'amour, ricana-t-il, ce sont des contes de fées pour les gamines. Le mariage est un partenariat, un avantage mutuel. Nous sommes des adultes, nous comprenons cela. »« Peut-être que c'est ainsi que tu le comprends, » dit Scarlett en reculant d'un pas. « Mais je pense différemment. Désolé, Jonathan, mais ma réponse reste non. » Le visage de Jonathan s'assombrit. Il n'avait pas l'habitude des refus, surtout de la part des femmes. « Tu es têtue, Scarlett, dit-il froidement, et cela te causera des problèmes un jour. Gérer un ranch seul, c'est difficile. Tôt ou tard, tu craqueras. »« Si je craque, ce sera mon problème, » répondit-elle. « Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai beaucoup de travail. » Jonathan se retourna pour partir, mais à ce moment, Pierre sortit de la cuisine. Il portait un panier de légumes et se dirigeait vers la cave, mais s'arrêta en voyant le visiteur. « Bonjour, » dit-il poliment en saluant Jonathan d'un signe de tête. Jonathan le toisa de la tête aux pieds, et une expression de mépris apparut sur son visage. « Qui est-ce » demanda-t-il à Scarlett. « Notre cuisinier, » répondit-elle sèchement. « Cuisinier » ricana Jonathan. « Avec un accent pareil ?»« Un Français, peut-être. »« Oui, je viens de France, » répondit Pierre calmement, sans prêter attention au ton de son interlocuteur. « Eh bien, pour sûr, » dit Jonathan en secouant la tête.
Scarlett, tu engages des étrangers maintenant. Tu ne trouves plus de gens d'ici? J'engage ceux qui savent faire leur travail, répondit-elle froidement. La nationalité n'a pas d'importance. Si, elle en a, rétorqua Jonathan. Un homme doit être un homme, pas ce cuisinière avec des manières de demoiselle. Scarlett sentit la colère bouillir en elle. Elle fit un pas en avant, regardant Jonathan droit dans les yeux. Pierre a mérité sa place ici. Il travaille plus et mieux que beaucoup de ceux que je connais. Et si tu es venu ici pour insulter mes employés, tu peux repartir sur le champ. Jonathan haussa les sourcils, surpris. Il ne s'attendait manifestement pas à une telle réaction. D'accord, d'accord, dit-il, en levant les mains dans un geste d'apaisement. Je ne voulais pas te vexer. J'étais juste surpris de ton choix. Mon choix, est mon affaire, coupa Scarlett. Au revoir, Jonathan. Il monta à cheval et partit sans se retourner. Lorsqu'il disparut derrière le portail, Scarlett expira, sentant la tension la quitter. Pierre se tenait toujours à côté, son panier à la main. Son visage exprimait la surprise. « Merci, dit-il doucement. Vous n'aviez pas besoin de me défendre. »« Si j'en avais besoin, répondit-elle. Jonathan est un homme arrogant qui pense que l'argent lui donne le droit de dire tout ce qu'il veut. Mais pas sur mes terres. » Pierre la regarda longuement, et il y avait dans ses yeux quelque chose qu'elle ne pouvait définir. De la gratitude, de l'admiration, ou quelque chose de plus. « Vous êtes une femme étonnante, Scarlett, dit-il. Forte, courageuse, juste. Il n'y en a pas beaucoup comme vous. » Elle sentit ses joues s'empourprer et se détourna rapidement. « Je dois y aller, marmonna-t-elle. J'ai beaucoup de travail. » Elle partit sans attendre de réponse, mais toute la journée, elle ne put oublier ses paroles. Personne ne lui avait jamais dit de telles choses. La plupart des hommes la craignaient ou la trouvaient étrange. Mais Pierre la regardait différemment, avec respect, intérêt, et quelque chose d'autre qui faisait battre son cœur plus vite. Le soir, quand tout le monde fut parti, Scarlett se retrouva de nouveau dans la cuisine. Elle était venue sous prétexte de discuter du menu de la semaine suivante, mais en réalité, elle voulait simplement voir Pierre. Il se tenait près de la fenêtre, regardant le ciel étoilé. Quand elle entra, il se retourna et sourit. « Scarlett, dit-il, je ne vous attendais pas à cette heure. »« Je n'arrivais pas à dormir, avoua-t-elle. J'ai décidé de voir comment vous alliez. »« Tout va bien, » dit-il en lui montrant une chaise. « Asseyez-vous. Voulez-vous du thé ? » ?»« Oui, merci. » Ils s'assirent à table, et Pierre lui versa une tasse de thé chaud à la menthe. L'arôme était apaisant, et Scarlett se sentit se détendre. « Je voulais vous demander quelque chose. » Commença Pierre après quelques minutes de silence. « Cet homme qui est venu aujourd'hui, Jonathan, vous le connaissez depuis longtemps ? » ?»« Depuis toujours ?» répondit Scarlett. « Nos pères étaient voisins. Jonathan a toujours été ambitieux, voulant plus que ce qu'il avait. À la mort de son père, il a hérité du ranch et l'a encore agrandi. Maintenant, il veut aussi mes terres. Il vous a demandé en mariage ? » demanda Pierre avec précaution. Scarlett hocha la tête. Plusieurs fois. Mais pas parce qu'il m'aime. Il veut mes terres. Et le mariage est le moyen le plus simple de les obtenir. Et vous ? Avez-vous déjà pensé au mariage ? Elle le regarda. La question était personnelle, mais pour une raison quelconque, elle ne ressentit pas le besoin d'esquiver la réponse. Et avant, oui, avoua-t-elle. Quand j'étais plus jeune, je rêvais d'une famille, d'enfants, de tout ce dont rêvent les jeunes filles. Mais ensuite, mon père est mort, et j'ai dû reprendre le ranch. Tous les hommes que j'ai rencontrés voulaient soit me prendre le contrôle, soit ne comprenaient pas pourquoi c'était si important pour moi. Alors j'ai décidé que le mariage n'était pas pour moi. « Si, c'est triste, » dit Pierre doucement. « Vous méritez le bonheur, Scarlett. »« Je suis heureuse, » objecta-t-elle. « J'ai le ranch, un travail que j'aime, des gens en qui j'ai confiance. »
Mais ce n'est pas tout, dit-il en se penchant en avant, la regardant dans les yeux. Le travail et la terre, c'est important. Mais un être humain a besoin de plus. Il a besoin d'amour, de proximité, de quelqu'un avec qui partager sa vie. Scarlett sentit son cœur s'accélérer. La distance entre eux semblait à la fois trop petite et trop grande. « Et vous ?» demanda-t-elle doucement. « Avez-vous connu l'amour ?» Pierre se renversa sur sa chaise, et une tristesse passa sur son visage. « Oui, » répondit-il. « Il y a longtemps, à Paris. Elle s'appelait Héloïse. Nous étions fiancés. Mais sa famille n'approuvait pas notre union. Je n'étais qu'un cuisinier, fils d'un chirurgien militaire, sans argent ni statut. Ils l'ont forcé à épouser un autre homme, un riche marchand. J'ai essayé de me battre, mais je n'avais aucune chance. « Je suis désolé, » murmura Scarlett. « Ne le soyez pas, » dit Pierre en secouant la tête. C'était il y a longtemps. Maintenant, je comprends qu'elle ne m'aimait pas assez pour se battre. Le véritable amour n'abandonne pas. Le silence entre eux devint lourd, chargé de sentiments inexprimés. Scarlett regardait Pierre et voyait dans ses yeux la même chose qu'elle ressentait, une attirance, un désir, une peur de ce qui pourrait arriver. « Il faut que j'y aille, » dit-elle en se levant. « Merci pour le thé. »« Scarlett, » dit-il en se levant à son tour, et sa main effleura la sienne. « Je veux que vous sachiez. Je suis heureux d'être ici, heureux de vous avoir rencontré. » Elle regarda leurs mains jointes, sentant la chaleur de son contact. Une partie d'elle voulait retirer sa main, s'enfuir, se cacher de ses sentiments. Mais une autre partie, plus forte, voulait rester, se rapprocher, s'autoriser à ressentir ce qu'elle avait si longtemps nié. « Moi aussi, je suis heureuse, Pierre », prononça-t-elle à peine audiblement. Ils restèrent ainsi quelques secondes, et le monde autour d'eux sembla s'arrêter. Puis Scarlett libéra doucement sa main et quitta la cuisine, ne laissant derrière elle que l'écho feutré de la porte qui se refermait. En retournant à la maison, son cœur battait si fort qu'il semblait résonner dans tout le ranch. Elle savait que quelque chose avait changé entre eux. Quelque chose avait commencé, et il était désormais impossible de l'arrêter. Septembre arriva avec des nuits fraîches et des jours clairs, où le ciel semblait d'un bleu infini. Au ranch, la période des préparatifs pour l'hiver commença. Il fallait stocker le foin, vérifier les toits des bâtiments, réparer tout ce qui risquait de ne pas supporter le froid. Scarlett travaillait aux côtés des hommes, se levant avant l'aube et s'endormant tard le soir, lorsque la fatigue la submergeait au point qu'elle pouvait à peine atteindre son lit. Mais même dans ce tourbillon d'activité, les pensées de Pierre ne la quittaient pas. Elle remarquait comment son regard le cherchait dans la cour, comment elle tendait l'oreille pour entendre sa voix venant de la cuisine. Chacune de leurs rencontres fortuites faisait battre son cœur plus vite, et cela l'effrayait. Scarlett avait l'habitude de contrôler sa vie, mais ce qui se passait maintenant échappait à tout contrôle. Pierre Hostier aussi avait changé. Il était devenu plus sûr de lui, cessant de ressembler à un étranger perdu dans un monde inconnu. Sa peau avait bruni sous le soleil du Texas. Ses mouvements étaient devenus plus libres, moins contraints. Il avait appris à comprendre le rythme du ranch, à anticiper quand les hommes avaient besoin d'un repas chaud après une longue journée, quand une simple soupe suffisait, et quand il fallait préparer quelque chose de spécial pour remonter le moral. Les ouvriers l'appréciaient. Ils plaisantaient avec lui demandaient de leur apprendre à préparer un plat, lui racontaient des histoires de leur vie. Pierre écoutait attentivement, sans interrompre, et cela le rendait sympathique. Même Thomas, qui au début le traitait avec méfiance, dit un jour à Scarlett : « Ce Français s'est avéré être un bon gars. Je pensais qu'il serait un col blanc, mais il n'a pas peur du travail. Hier, il nous a aidés à transporter des sacs de grains à la grange. Il a travaillé comme tout le monde. » Scarlett sourit en entendant cela. Elle était heureuse de savoir que Pierre avait trouvé sa place ici, que les gens l'avaient accepté. Un soir, Scarlett revenait d'un pâturage éloigné,
où elle avait inspecté une clôture. Le soleil était déjà couché, et le crépuscule enveloppait rapidement la terre. Elle montait sa jument, une alezane, nommée Bella, qu'elle avait élevée elle-même. La route elle était familière. Mais dans l'obscurité, tout semblait différent. Les ombres s'allongeaient, les bruits s'intensifiaient. Alors qu'elle passait près d'un bosquet d'ormes près d'un ruisseau, Bella se cabra soudainement, effrayée par quelque chose. Scarlett tenta de se maintenir en selle, mais la jument sursauta si brusquement qu'elle fut projetée au sol. La chute fut inattendue et douloureuse. Elle atterrit sur le côté, heurtant l'épaule contre une pierre. Une douleur fulgurante la traversa, et pendant quelques secondes, elle ne put plus respirer. Bella s'enfuit, effrayée et nerveuse. Scarlett essaya de se relever, mais la douleur à l'épaule était si vive qu'elle gémit et retomba. Elle était allongée sur le sol, essayant de rassembler ses forces, quand elle entendit des pas. Quelqu'un courait vers elle sur la route, et un instant plus tard, un visage familier se pencha sur elle. Scarlett. La voix de Pierre était pleine d'inquiétude. Qu'est-ce qui s'est passé? Le cheval a eu peur, articula-t-elle à travers la douleur. Je suis tombée. Pierre s'agenouilla à côté d'elle, ses mains touchant délicatement son épaule. Ne bougez pas, dit-il. Laissez-moi regarder. Il palpa doucement l'épaule, vérifiant qu'il n'y avait pas de fracture. Scarlett serra les dents, essayant de ne pas montrer sa douleur. L'os est intact, dit-il avec soulagement. Mais c'est une grosse contusion. Il faut vous ramener à la maison, appliquer du froid. Je peux marcher, tenta-t-elle de protester. Mais lorsqu'elle essaya de se lever, une vague de vertige la submergea. Pierre ne discuta pas. Il la prit simplement dans ses bras, la soulevant du sol d'un seul mouvement. Scarlett voulut protester, mais son corps était si lourd, et la douleur si aiguë, qu'elle se blottit simplement contre sa poitrine, s'autorisant cette faiblesse. Il la porta avec précaution mais fermeté, veillant à ne pas lui faire mal. Scarlett sentait la chaleur de son corps, entendait les battements de son cœur. Elle n'avait jamais été aussi proche de lui, et cette proximité l'effrayait et la rassurait à la fois. « Comment vous êtes-vous retrouvé là ?» demanda-t-elle doucement. « J'ai vu que vous n'étiez pas rentré pour le dîner, et je me suis inquiété, répondit-il. J'ai décidé de partir à votre recherche. Heureusement que je l'ai mis fait. » Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, Pierre la porta jusqu'à sa chambre et la déposa délicatement sur le lit. Il alluma une lampe, apporta de l'eau froide et un linge propre, et l'appliqua sur son épaule. Ses gestes étaient là précis, attentionnés, et Scarlett le regarda, sentant quelque chose se briser en elle. « Merci, » murmura-t-elle. « Vous m'avez sauvé. »« Ne dites pas ça, » dit Pierre en s'asseyant sur le bord du lit, sa main touchant doucement son front pour vérifier si elle avait de la fièvre. « J'ai simplement fait ce que je devais faire. »« Non, » dit-elle en secouant la tête. « Vous avez fait plus. Vous faites toujours plus. » Leurs regards se croisèrent, et dans ce silence, à la douce lumière de la lampe, il n'y avait plus de barrières entre eux. Scarlett voyait dans ses yeux ce qu'elle ressentait elle-même, de la tendresse, de l'attention, le désir d'être ensemble. « Scarlett, » prononça-t-il doucement, et sa voix tremblait. « Je dois vous le dire. Je ne peux plus me taire. Depuis le jour où je suis arrivé ici, vous n'avez pas quitté mes pensées. J'ai essayé de résister. Je me suis dit que ce n'était pas bien, que je n'étais qu'un employé dans votre ranch. Mais je ne peux pas. Je suis amoureux de vous. » Le cœur de Scarlett s'arrêta. Les mots qu'elle avait à la fois attendus et redoutés avaient été prononcés, et il était désormais impossible de prétendre que rien ne se passait. « Pierre, » commença-t-elle, mais il l'arrêta en posant doucement ses doigts sur ses lèvres. « Ne répondez pas maintenant, » demanda-t-il. « Je sais que c'est difficile pour vous. Je sais que vous êtes habituée à être forte, à ne pas montrer vos sentiments. Mais je veux que vous sachiez que je suis là, et je ne partirai pas. » Scarlett ferma les yeux, sentant les larmes lui monter à la gorge. Elle s'était si longtemps contenue,
si longtemps interdite d'être faible. Mais maintenant, à cet instant, elle sentait qu'elle n'en pouvait plus. « Moi aussi », murmura-t-elle en ouvrant les yeux et en le regardant. « Je pense aussi à vous, chaque jour, chaque minute, et ça m'effraie, parce que je ne sais pas quoi faire de ces sentiments. » Pierre sourit, tendrement, chaleureusement, et ce sourire la réchauffa plus que n'importe quel feu. « Vous n'avez pas besoin de savoir, dit-il. Laissez-vous simplement ressentir. Laissez-moi être à vos côtés. » Il se pencha et l'embrassa sur le front, un baiser léger, presque immatériel. Ce n'était pas un baiser passionné, mais quelque chose de plus, une promesse, une sollicitude, une tendresse. Scarlett ferma les yeux, se laissant Rastvoritz dans cet instant. Pour la première fois depuis des années, elle ne se sentait pas comme la propriétaire d'un ranch, ni comme une femme forte qui devait tout contrôler. Elle se sentait simplement comme une femme aimée. Le lendemain matin, Scarlett se réveilla avec une douleur lancinante à l'épaule, mais le cœur léger. Elle se souvenait de chaque mot, de chaque regard de la veille. Pierre était resté avec elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme, assis sur une chaise à ses côtés, lui tenant la main. Quand elle descendit à la cuisine, il préparait déjà le petit déjeuner. En la voyant, il sourit, et ce sourire en disait plus que n'importe quel mot. « Comment va l'épaule » demanda-t-il. « Ça fait mal, mais c'est supportable, » répondit-elle. « Merci d'être resté avec moi. Je ne pouvais pas vous laisser seul. » Ils se tenaient l'un en face de l'autre, unis par cette proximité particulière qui naît lorsque les gens s'ouvrent leur cœur. « Pierre, » commença Scarlett, « je dois vous dire, j'ai besoin de temps. Je ne suis pas habituée à ce genre de relation. Je ne sais pas comment faire, mais je veux essayer, avec vous. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra, » répondit-il. « Je ne suis pas pressé. » Les semaines suivantes furent à la fois étranges et merveilleuses. Scarlett et Pierre ne montraient pas leurs sentiments en public. Au ranch, tout le monde était trop observateur, et elles ne voulaient pas que leur relation fasse l'objet de commérages. Mais ils trouvaient des moments pour être ensemble, de brèves conversations à la cuisine, des promenades communes après le dîner, quand tout le monde était parti. Pierre lui parlait de Paris, de son enfance, de la façon dont il avait appris à cuisiner dans une petite boulangerie en banlieue. Scarlett lui parlait de son père, de la construction du ranch, de ses peurs et de ses rêves. Ils apprenaient à se connaître lentement, progressivement, comme des gens qui comprennent qu'ils ont le temps. Et chaque jour, Scarlett sentait son cœur s'ouvrir un peu plus, commençant à faire confiance non seulement à Pierre, mais aussi à elle-même. Un soir, ils étaient assis sur le porche de la cuisine, regardant les étoiles. Pierre lui tenait la main, et son contact était chaud et rassurant. « Vous savez, » dit Scarlett, « j'ai toujours pensé que l'amour était quelque chose de tumultueux, de passionné, comme dans les romans. Mais maintenant, je comprends que le véritable amour, c'est le silence. C'est quand on n'a rien à prouver, pas besoin de faire semblant, quand on peut simplement être soi-même. » « Vous avez raison, » dit Pierre en se tournant vers elle. « L'amour n'est pas un feu d'artifice. C'est un feu tranquille qui vous réchauffe chaque jour. » Scarlett se blottit contre lui, et ils restèrent ainsi, écoutant les bruits nocturnes de la prairie, le bruissement de l'herbe, le ululement lointain d'un hibou, le murmure du vent. Mais tout n'était pas si rose. Jonathan apprit l'arrivée du nouveau cuisinier au ranch, et cela ne lui plut pas. Il commença à répandre des rumeurs selon lesquelles Scarlett avait perdu la tête pour un Français, qu'elle ne gérait plus le ranch correctement, que tout allait bientôt s'effondrer. Les rumeurs parvinrent à Scarlett par l'intermédiaire d'un des ouvriers qui les avait entendues en ville. Elle était furieuse. Jonathan dépassait les bornes, et elle décida qu'il fallait y mettre un terme. « Je vais aller le voir, » dit-elle à Thomas. « Je vais lui parler une bonne fois pour toutes. » « Ne faites pas ça, » tenta de la dissuader le chef des cow-boys. « Cet homme est dangereux quand il est en colère. Mieux vaut ne pas s'y frotter. »« Je n'ai pas peur de lui, » coupa Scarlett. Pierre apprit ses intentions et la trouva à l'écurie, où elle scellait Bella.
Scarlett, ne faites pas ça, la supplia-t-il. Laissez les gens dire ce qu'ils veulent, ce n'est pas important. Si c'est important, rétorqua-t-elle. Jonathan essaie de salir mon nom, mon ranch. Je ne le laisserai pas faire. Alors je viens avec vous, dit Pierre fermement. Elle voulut refuser, mais en voyant la détermination dans ses yeux, elle comprit qu'il ne reculerait pas. D'accord, accepta-t-elle. Mais ça pourrait être dangereux. Je n'ai pas peur du danger, répondit-il. J'ai peur de vous perdre. Ils partirent ensemble, et tout au long du trajet jusqu'au ranch de Jonathan, Scarlett sentit le soutien de Pierre à ses côtés. Cela lui donnait force et confiance. Quand ils arrivèrent, Jonathan les attendait sur le porche. En voyant Pierre, son visage se crispa de colère. « Ah, ça y est, que c'est. Que fais-tu ici » demanda-t-il à Scarlett, ignorant Pierre. « Je suis venu te dire d'arrêter de répandre des mensonges à mon sujet, » répondit-elle froidement. « Je gère très bien mon ranch et ton opinion ne m'intéresse pas. » Des mensonges, ricana Jonathan. « Tout le monde voit que tu as perdu la tête pour ce cuisinier. Tu as oublié qui tu es Scarlett. Tu es la propriétaire d'un ranch, pas une gamine qui court après des galants français. »« Assez, » dit Pierre en s'avançant, et sa voix était d'acier. « Vous n'avez pas le droit de lui parler ainsi. » Jonathan se tourna vers lui, la haine brillant dans ses yeux. « Et qui es-tu pour me donner des ordres ?» gronda-t-il. « Tu n'es personne. Juste un cuisinier venu de nulle part. »« Je suis un homme qui aime Scarlett et la respecte, » répondit Pierre calmement. « Ce que je ne peux pas dire de vous ?» Jonathan fit un pas en avant, les poings serrés, mais Scarlett s'interposa. « Ça suffit, » dit-elle fermement. « Jonathan, je suis venu te le dire une dernière fois. Laisse-moi et mon ranch tranquille. Si tu continues, je trouverai un moyen de te faire taire. J'ai des relations, des amis, des moyens. » Jonathan la regarda longuement, et Scarlett vit dans ses yeux non seulement de la colère, mais aussi quelque chose d'autre, de la déception, la douleur du rejet. « Tu le regretteras, Scarlett, » dit-il enfin. « Un jour tu comprendras que j'avais raison. »« Peut-être, » répondit-elle. « Mais ce sera mon erreur, pas ton problème. » Ils firent demi-tour et partirent, laissant Jonathan sur son porche. Une fois assez loin, Scarlett arrêta son cheval et se tourna vers Pierre. « Merci, » dit-elle, « d'avoir été là. »« Je serai toujours là, » répondit-il, et dans ses yeux, elle vit la vérité de ses mots. Scarlett sourit, et à cet instant, elle comprit que quoi qu'il arrive, elle n'était plus seule. Octobre teinta la prairie de tons dorés et cuivrés. L'herbe, complètement sèche, crissait sous les pas, et le vent dispersait ses graines sur les vastes étendues. Le matin, une légère gelée blanche recouvrait l'herbe, fondant aux premiers rayons du soleil. Scarlett aimait cette saison, calme et contemplative, comme si la nature elle-même se préparait à un long repos. La relation entre elle et Pierre devenait de plus en plus profonde. Ils ne cachaient plus leurs sentiments aux ouvriers, sans les afficher ouvertement. Ils ne cherchaient plus à les dissimuler. Les gens voyaient comment ils se parlaient, comment ils se regardaient, et l'acceptaient avec sérénité. Thomas dit un jour à Scarlett avec un sourire, « Je suis content pour vous, mademoiselle. Vous méritez d'être heureuse. Et ce Français est un homme bien. Il est digne de vous. » Ces paroles réchauffèrent son cœur plus qu'elle ne s'y attendait. L'opinion des gens avec qui elle travaillait depuis des années comptait énormément pour elle. Mais tout n'était pas idyllique. Jonathan ne s'était pas calmé après leur conversation. Au contraire, il agissait de manière plus sournoise. Scarlett apprit par son fournisseur de grains que Jonathan avait tenté de le convaincre de ne plus lui vendre de marchandises, en lui offrant des conditions plus avantageuses. Heureusement, le fournisseur était un homme honnête et avait refusé, mais c'était un avertissement. « Il ne nous laissera pas tranquilles, » dit Scarlett à Pierre un soir, alors qu'ils étaient dans son bureau. « Jonathan est de ceux qui ne savent pas perdre. Que peut-il faire ?
demanda Pierre en lui servant du thé d'une théière en porcelaine qu'il avait lui-même apporté de la Nouvelle-Orléans. Beaucoup de choses, dit-elle, le regard pensif fixé sur la fenêtre. Il est riche, il a des relations, il peut ruiner ma réputation, créer des problèmes avec les fournisseurs, même essayer de me prendre une partie de mes terres par voie de justice s'il trouve une faille dans les documents. Mais vos papiers sont en ordre, n'est-ce pas? Pierre s'assit en face d'elle, le visage grave. « Je pense que oui, » répondit Scarlett. « Mon père était méticuleux sur ces choses, mais Jonathan peut trouver un moyen. Il en trouve toujours un. » Pierre prit sa main dans la sienne. « Alors nous nous battrons, » dit-il fermement. « Ensemble. Vous n'êtes pas seule, Scarlett. Vous m'avez. Vous avez les gens du ranch qui vous soutiennent. Nous ne le laisserons pas détruire ce que vous avez construit. » Elle le regarda, les larmes aux yeux. Scarlett n'avait jamais été une femme faible, mais son soutien, sa foi en elle, lui donnait une force qu'elle ne soupçonnait même pas. « Je vous aime, Pierre, » murmura-t-elle. « Je ne l'avais jamais dit avant, parce que j'avais peur. Mais maintenant, je n'ai plus peur. Je vous aime. » Son visage s'illumina d'un sourire si sincère et heureux qu'elle sentit son cœur se remplir de chaleur. « Je vous aime aussi, » répondit-il. « Depuis le tout premier jour où je vous ai vue, debout sur ce porche, si forte et si belle. J'ai su que ma vie avait changé pour toujours. » Il se pencha et l'embrassa tendrement, mais avec une telle profondeur de sentiment que Scarlett oublia tout le reste. Dans ce baiser se trouvait toute leur histoire, de leur première rencontre méfiante à ce moment où ils s'autorisaient enfin à être ensemble. Quand ils se séparèrent, Scarlett posa sa tête sur son épaule, et ils restèrent ainsi longtemps, écoutant le vent souffler dehors et le feu crépiter dans la cheminée. Quelques jours plus tard, un inconnu arriva au ranch. Il se présenta comme un avocat du nom de Gregory Mitchell et demanda à voir Scarlett. Elle le reçut dans son bureau, sentant une angoisse monter en elle. « Mademoiselle O'Brien, » commença l'avocat, en ouvrant sa mallette et en sortant plusieurs documents. « Je représente les intérêts de Monsieur Jonathan Clark. Il m'a chargé de vérifier les titres de propriété des terres adjacentes à son domaine. Au cours de cette vérification, nous avons découvert une incohérence dans la description des limites de votre ranch. »« Quelle incohérence ?» demanda Scarlett froidement, bien qu'elle sentît son estomac se nouer. « Selon des documents enregistrés il y a 30 ans, la frontière est de votre terrain se situe à 300 yards plus à l'ouest que ce qui est indiqué sur vos documents actuels, » dit l'avocat en posant une carte devant elle. « Cela signifie qu'une partie des terres que vous considérez comme vôtres appartient en réalité à M. Clark. » Scarlett prit la carte et l'examina attentivement. Si ce que disait l'avocat était vrai, cela signifiait la perte de près de 100 acres des meilleurs pâturages. « C'est absurde, » dit-elle. « Mon père a acheté cette terre légalement. J'ai tous les documents signés et certifiés. »« Peut-être, » concéda Mitchell. « Mais il existe un document plus ancien qui contredit le vôtre. Monsieur Clark est prêt à régler cette affaire à l'amiable. Il vous propose de lui vendre cette parcelle à un prix juste. »« Juste pour qui ?» Scarlett sentit la colère monter en elle. « Dites à Jonathan que je ne vendrai pas un seul acre. S'il veut la guerre, il l'aura. » L'avocat soupira. « Mademoiselle O'Brien, je comprends vos émotions, mais je dois vous avertir. Si l'affaire va au tribunal, Monsieur Clark a toutes les chances de gagner. Réfléchissez à cette proposition. Cela pourrait vous épargner un long procès. »« Je vais y réfléchir, » dit Scarlett, bien qu'elle connût déjà sa réponse. « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai des choses à faire. » Après le départ de l'avocat, elle resta assise à son bureau, serrant les documents dans ses mains. C'était donc ainsi que Jonathan avait décidé d'agir. Par le biais de la justice, de la loi, de papiers, qui pouvaient en être falsifiés ou interprétés de différentes manières. Pierre entra dans le bureau et vit son visage. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il avec inquiétude. Scarlett lui raconta tout,
Pierre écouta en silence, et quand elle eut terminé, son visage était grave. « Il nous faut un bon avocat, dit-il. Quelqu'un qui pourra vérifier ces documents, trouver des failles dans leurs arguments. » « J'en connais un, acquiesça Scarlett, Samuel Grant, d'Austin. Il a aidé mon père avec des problèmes de taxes. C'est un homme honnête et intelligent. »« Alors contactez-le immédiatement, » dit Pierre en s'asseyant à côté d'elle. « Nous ne laisserons pas Jonathan vous prendre ce qui vous appartient de droit. » Scarlett écrivit une lettre à Samuel Grant le soir même, l'envoyant par le messager le plus rapide. L'attente fut une torture. Elle continuait de travailler, de gérer le ranch, mais ses pensées revenaient sans cesse à ce problème. Une semaine plus tard, Samuel Grant vint en personne. C'était un homme âgé, aux cheveux gris et au regard perçant. Il examina tous les documents de Scarlett, un ingénieur, ainsi que ceux fournis par l'avocat de Jonathan. « C'est un jeu subtil, dit-il enfin, enlevant ses lunettes et les essuyant avec un mouchoir. Le document auquel se réfère Clark existe bien, mais il y a des nuances. Premièrement, il date d'une époque où cette terre n'était pas encore officiellement enregistrée. Deuxièmement, il n'y a qu'un document plus récent, signé par un juge de comté, qui confirme les limites telles qu'elles se sont indiquées sur vos papiers. Donc, j'ai raison. » Une lueur d'espoir apparut dans la voix de Scarlett. « Juridiquement, oui, acquiesça Grant. Mais Clark peut faire traîner l'affaire, faire appel de la décision, trouver d'autres témoins. Ce sera long et coûteux. La question est, êtes-vous prête à cela ? » « Je suis prête, » répondit Scarlett sans hésiter. « Je ne lui céderai pas mes terres. »« Alors, préparons-nous pour le procès, » dit Grant en rangeant les documents dans sa mallette. « Mais je dois vous avertir, Clark a de l'influence dans le comté. Nous devons être prêts à ce que tout le monde ne soit pas de votre côté. » Les semaines suivantes furent consacrées aux préparatifs. Scarlett rassembla des témoins, des anciens qui se souvenaient de son père et de l'achat des terres. Grant travaillait sur l'aspect juridique, étudiant chaque ligne des documents. Pierre la soutenait en tout. Il prit en charge une partie de ses responsabilités au ranch, organisant le travail pour qu'elle puisse se concentrer sur l'affaire. Il lui préparait ses places préférées quand elle rentrait fatiguée et épuisée. Il était simplement là, et c'était le plus important. Une nuit, alors que Scarlett ne parvenait pas à dormir à cause de l'anxiété, Pierre vint la voir. « Vous ne dormez pas ?» demanda-t-il doucement. « Je ne peux pas, » avoua-t-elle. « Je ne cesse de penser au procès. Et si je perds ? Et si Jonathan a raison, et que cette terre n'est vraiment pas à moi ?» Pierre s'assit sur le bord du lit et lui prit la main. « Alors nous surmonterons cela aussi, » dit-il. « La terre est importante, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, ce sont les gens qui vous entourent. Moi, les ouvriers, tous ceux qui vous aiment et vous respectent. Nous ne vous abandonnerons pas. Mais le ranch, c'est tout ce que j'ai, » dit-elle, la voix tremblante. « C'est l'héritage de mon père, son rêve. » « Non, » dit Pierre en secouant la tête. « Vous avez bien plus que ça. Vous avez la force, le courage, la bonté. Vous avez un cœur capable d'aimer malgré toutes les difficultés. C'est bien plus précieux que n'importe quelle terre. » Scarlett le regarda, et les larmes qu'elle retenait depuis si longtemps se mirent à couler. Elle pleurait de fatigue, de peur, de soulagement d'avoir quelqu'un à ses côtés qui la comprenait. Pierre la serra dans ses bras, la tenant contre lui caressant les cheveux, murmurant des mots apaisants en français qu'elle ne comprenait pas, mais qui agissaient mieux que n'importe quel remède. « J'ai peur, » avoua-t-elle entre deux sanglots, « peur de tout perdre. »« Vous ne perdrez rien, » répondit-il fermement. « Je vous le promets, nous traverserons cette épreuve ensemble. » Elle s'endormit dans ses bras, se sentant protégée pour la première fois depuis longtemps. Le procès fut fixé à la fin du mois d'octobre. Scarlett se rendit en ville avec Pierre et Samuel Grant.
Le palais de justice était un vieux bâtiment du milieu du siècle, avec de hauts plafonds et des planchers qui craquaient. Jonathan était déjà là, entouré de ses avocats. Il avait l'air confiant, satisfait de lui. Quand leurs regards se croisèrent, il sourit, un sourire froid et triomphant. Le juge, un homme âgé nommé Harrison Walters, était réputé pour sa justice. Scarlett espérait que cela jouerait en sa faveur. Le procès commença par la présentation des documents. L'avocat de Jonathan argumenta avec éloquence que son client avait un droit légitime sur les terres contestées. Il présenta des témoins, montra des cartes, cita de vieux registres. Puis, ce fut au tour de Samuel Grant. Calmement, méthodiquement, il démonta chaque argument de la partie adverse. Il présenta le document plus récent, signé par un juge, qui confirmait les droits de Scarlett. Il fit venir des témoins, des anciens qui se souvenaient du père de Scarlett achetant ses terres, y construisant une maison et des granges. L'un des témoins, un vieux cow-boy nommé Moses, qui avait travaillé pour les O'Brien du temps du père de Scarlett, déclara « Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Connor O'Brien est arrivé sur cette terre, les mains vides, et a tout construit qu'à partir de rien. Il n'a jamais pris ce qui ne lui appartenait pas. Il a toujours payé honnêtement. Et cette terre lui appartient de droit. Et maintenant, elle appartient à sa fille. » Les mots de Moses étaient simples mais sincères, et Scarlett vit le juge hocher la tête pensivement. Le procès dura toute la journée. Lorsque le juge annonça enfin une suspension pour délibérer, Scarlett se sentit épuisée. Elle sortit dans la rue, où Pierre l'attendait. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas, avoua-t-elle. Grant a été magnifique. Mais Jonathan était bien préparé aussi. » Maintenant, tout dépend du juge. Ils marchèrent dans la rue, main dans la main. Les gens les regardaient, certains avec curiosité, d'autres avec réprobation. Mais Scarlett s'en moquait. Elle en avait assez de ce que les autres pensaient d'elle. Elle ne voulait qu'une chose, être avec l'homme qu'elle aimait. Quand ils retournèrent au palais de justice, le juge était prêt à rendre son verdict. Tout le monde se leva à son entrée. Après un examen approfondi de tous les documents et témoignages, commença le juge Walters. « J'en suis venu à la conclusion que les terres en litige appartiennent légitimement à mademoiselle Scarlett O'Brien. Le document plus récent, signé par un juge de comté, a une plus grande force juridique que le document invoqué par M. Clark. La plainte est rejetée. Scarlett sentit une vague de soulagement la submerger. Elle avait gagné. Jonathan n'avait pas pu lui prendre ses terres. Jonathan se leva, le visage rouge de colère. « C'est injuste !» cria-t-il. « Juge, vous commettez une erreur !»« Monsieur Clark, » dit le juge d'un ton sévère. « La décision a ce qui a été rendue. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez faire appel. Maintenant, je vous prie de quitter cette salle. » Jonathan fit demi-tour et sortit en claquant la porte. Scarlett resta debout, sentant ses jambes flageoler de soulagement et de fatigue. Pierre s'approcha d'elle et la serra dans ses bras. « Vous avez gagné, » murmura-t-il. « Je savais que ce serait le cas. » Elle se blottit contre lui, savourant ce moment de victoire. Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas encore la fin. Jonathan n'était pas du genre à abandonner facilement. Novembre les accueillit avec les premières neige. Les flocons tombaient lentement, recouvrant la prairie d'un manteau blanc qui fondrait à midi sous les doux rayons du soleil. Scarlett se tenait sur le porche de la maison principale, amitouflée dans un châle, regardant les flocons tournoyer dans l'air. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le procès, mais elle sentait toujours une tension dans ses épaules, comme si elle attendait un nouveau coup. Jonathan n'avait pas fait appel, mais il ne se montrait pas non plus. Le silence était inquiétant, trop long, trop suspect. Scarlett le connaissait assez bien pour comprendre qu'il ne s'était pas calmé. Il attendait simplement son heure, planifiant son prochain coup. Mais la vie au ranch continuait. Il fallait nourrir le bétail, préparer les bâtiments pour l'hiver, stocker le bois. Le travail ne manquait pas, et Scarlett remerciait le destin pour cette occupation
qui ne lui laissait pas le temps de s'inquiéter. Pierre était devenu une partie intégrante de sa vie. Ils passaient leurs soirées ensemble, parlant de tout et de rien, partageant leurs projets d'avenir. Il lui avait appris quelques phrases en français, et elle s'amusait à les prononcer, riant de son terrible accent. Il lui confiait des recettes qu'il avait mis des années à perfectionner, et elle l'écoutait, fascinée par la façon dont de simples ingrédients pouvaient se transformer en art entre ses mains. « Tu sais » dit-elle un soir alors qu'ils étaient assis près du feu dans son bureau, « je n'aurais jamais cru pouvoir être aussi heureuse. Après la mort de mon père, je pensais que ma vie ne serait que travail, responsabilité et devoir, mais tu m'as montré qu'il pouvait y avoir autre chose. » Pierre prit sa main et la porta à ses lèvres, l'embrassant tendrement. « Tu m'as montré la même chose, » répondit-il. « Après avoir perdu mon restaurant, je pensais que ma vie était finie, que je ne serais plus jamais heureux. Mais tu m'as redonné foi en l'avenir. »« Que vois-tu dans cet avenir ?» demanda Scarlett doucement. Pierre resta silencieux, regardant le feu. « Je nous vois ensemble, » dit-il enfin. « Je nous vois construire notre vie dans ce ranch. Peut-être qu'un jour nous aurons des enfants qui courront dans ces champs. Je nous vois vieillir ensemble, main dans la main, nous remémorant nos débuts. Je vois un amour qui ne s'éteint pas, mais qui se renforce avec les années. » Scarlett sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle n'avait jamais osé rêver d'un tel avenir, mais maintenant qu'il l'avait exprimé à voix haute, elle comprit qu'elle désirait la même chose. « Pierre, » murmura-t-elle, « je veux être avec toi, pour toujours. » Il se tourna vers elle, et dans ses yeux, elle vit toute la profondeur de ses sentiments. « Alors épouse-moi, » dit-il simplement, sans emphase ni grandiloquence. « Deviens ma femme. Laisse-moi passer le reste de ma vie à te prouver à quel point je t'aime. » Scarlett ne pouvait plus parler. Elle hocha simplement la tête, les larmes coulant sur ses joues, et Pierre la serra dans ses bras, la tenant si fort qu'il semblait craindre de la laisser partir. « Oui, » souffla-t-elle enfin, « oui, je veux bien t'épouser. » La nouvelle de leur fiançailles se répandit rapidement dans le ranch. Les ouvriers les félicitèrent, tapant sur l'épaule de Pierre et souhaitant à Scarlett tout le bonheur du monde. Même le sévère Thomas sourit et dit « Enfin, on va célébrer quelque chose dans ce cœur ranch. » Il était temps. Scarlett décida que le mariage serait simple, sans fioritures, mais plein d'âme. Et ils fixèrent la date à la fin de novembre, avant que l'hiver ne devienne trop rude. La cérémonie serait célébrée par le prêtre local, le père MacGregor, qui avait baptisé Scarlett bien des années auparavant. Elle écrivit des invitations à ses amis, à ses voisins, à tous ceux qui faisaient partie de sa vie, mais elle n'en écrivit pas à Jonathan. Quelle que soit leur histoire, elle ne voulait pas qu'il assombrisse ce jour. Les préparatifs du mariage occupèrent toutes ses pensées. Elle commanda une nouvelle robe à la couturière locale, simple mais élégante, en coton blanc avec des empiècements de dentelle. Pierre insista pour préparer lui-même le repas de fête et passait chaque soir en cuisine, expérimentant des plats. Une semaine avant le mariage, un colis arriva au ranch. C'était une grande caisse en bois adressée à Pierre. Quand il l'ouvrit, il y découvrit un service de couverts en argent, fourchettes, couteaux, cuillères, tout finement gravé. « C'est un cadeau d'un vieil ami de la Nouvelle-Orléans », expliqua Pierre en montrant une lettre à Scarlett. « Jean-Luc. Quand je lui ai écrit pour lui annoncer le mariage, il m'a envoyé ça. Il dit que chaque famille doit commencer avec une belle argenterie. » Scarlett prit une des fourchettes, admirant le travail délicat. « C'est magnifique, dit-elle. Nous les garderons et les transmettrons à nos enfants. » Pierre la serra dans ses bras, et ils restèrent ainsi, entourés de caisses et de pailles, d'emballages, rêvant à leur avenir. Mais leur bonheur fut de courte durée. 3 jours avant le mariage, alors que Scarlett revenait de la ville où elle avait fait les derniers achats pour la cérémonie, elle vit de la fumée. Une colonne de fumée noire et épaisse s'élevait au-dessus des collines,
exactement là où se trouvait le ranch. Son cœur se serra. Elle talonna son cheval, le forçant à galoper de plus en plus vite, jusqu'à ce que le vent siffle à ses oreilles. Quand elle arriva au ranch, le spectacle qui s'offrit à ses yeux la cloua sur place. La grange était en feu. D'immenses langues de flammes dévoraient le bâtiment en bois, s'élevant vers le ciel. La fumée était si épaisse qu'elle obscurcissait le soleil. Les gens couraient avec des seaux d'huile, essayant d'éteindre l'incendie, mais il était évident qu'il était impossible de sauver la grange. Scarlett sauta de son cheval et courut vers le feu. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» cria-t-elle à Thomas, qui dirigeait les opérations. « Je ne sais pas, » répondit-il en s'essuyant le visage noirci de suie. Le feu a pris à l'intérieur, très rapidement. On a réussi à sortir les chevaux, mais tout le fourrage a brûlé. Y a-t-il des blessés? Non, Dieu merci, mais... Pierre était à l'intérieur quand ça a commencé. Il a sorti les derniers chevaux. Où est-il? La panique s'empara de Scarlett. Là-bas, indiqua Thomas en direction du puits, où plusieurs personnes entouraient Pierre, allongé au sol. Scarlett courut vers lui. Pierre était couché sur le côté, toussant, le visage couvert de suie, ses vêtements brûlés à plusieurs endroits. Mais il était vivant. « Pierre !» s'exclama-t-elle en tombant à genoux à côté de lui. « Tu vas bien ?» Il la regarda, les yeux larmoyants à cause de la fumée. « Je vais bien, » dit-il d'une voix rauque. « J'ai juste inhalé de la fumée. Les chevaux, je devais sortir les chevaux. »« Tu es fou, » dit-elle, les larmes coulant sur ses joues. « Tu aurais pu mourir. »« Mais je ne suis pas mort, » sourit-il faiblement. « Je t'ai promis un avenir. » Je n'allais pas rompre ma promesse. Scarlett le serra dans ses bras, sans se soucier de la suie et de la saleté. Elle le tenait simplement, remerciant le ciel qu'il soit en vie. Quand le feu fut enfin éteint, il ne restait de la grange qu'une carcasse calcinée. Toutes les réserves de foin, de grains, tout ce qu'ils avaient été préparé pour l'hiver était parti en fumée. Les pertes étaient énormes. Thomas s'approcha de Scarlett, qui était toujours assise à côté de Pierre. « Mademoiselle, » dit-il doucement, « ce n'était pas un accident. Nous avons trouvé des traces de kérosène à l'intérieur. Quelqu'un a mis le feu intentionnellement. » Scarlett sentit un froid glacial la parcourir jusqu'aux os. « Jonathan, » murmura-t-elle. « On dirait bien, » acquiesça Thomas. « Mais ce sera difficile à prouver. Il est assez malin pour ne pas laisser de traces. » La colère que Scarlett avait réprimée pendant des mois explosa avec une nouvelle force. « Je ne vais pas laisser passer ça, » dit-elle en se levant. « Il est allé trop loin. »« Scarlett, » dit Pierre en essayant de se relever, mais elle l'en empêcha. « Repose-toi, » dit-elle doucement. « J'ai quelque chose à faire. » Elle sella un cheval frais et partit vers le ranch de Jonathan. Elle chevauchait dans l'obscurité, sous les étoiles, le cœur rempli de détermination. Quand elle arriva, Jonathan se tenait sur le porche, comme s'il l'attendait. Un sourire satisfait flottait sur ses lèvres. « Scarlett, » dit-il, « quelle surprise. J'ai entendu dire que tu avais eu un malheur avec ta grange. Mes condoléances. » « Arrête, » coupa-t-elle en descendant de cheval. « Je sais que c'est toi. »« Tu as des preuves ?» ricana-t-il. « Aucune preuve, » admit-elle. « Mais je le sais. Et tout le monde au ranch le sait. Tu pensais que ça me briserait, que je viendrais te supplier à genoux, et ne devrais-tu pas ?» Jonathan descendit du porche, s'approchant d'elle. « Toutes tes réserves pour l'hiver ont brûlé. Où vas-tu trouver l'argent pour en acheter de nouvelles ? » « Je peux t'aider, Scarlett. Tout ce que tu as à faire, c'est d'accepter mes conditions. » « Tes conditions ?» Elle se mit à rire, mais son rire était amer. « Tu veux que je te vende mes terres, ou que je t'épouse, ou les deux. Mais tu sais quoi, Jonathan? Je préfère tout perdre plutôt que de te céder un pouce de ma terre, ou une minute de ma vie. » Son visage s'assombrit. « Tu regretteras ces paroles, » gronda-t-il. « Peut-être. »
dit Scarlett en se tournant vers son cheval. « Mais au moins, je vivrai comme je l'entends. Et toi, tu vivras avec le fait de ne jamais obtenir ce que tu désires. Et ce sera ta punition. » Elle repartit sans se retourner. Quand elle arriva au ranch, il était plus de minuit. Pierre l'attendait dans la maison, le visage inquiet. « Où étais-tu » demanda-t-il. « Je m'inquiétais. »« Chez Jonathan, » répondit-elle, lasse. « Je lui ai dit tout ce que je pensais. Et rien n'a changé. Mais au moins, je me suis exprimé. » Pierre la serra dans ses bras. « On s'en sortira, dit-il. On a assez d'argent pour acheter du nouveau fourrage. J'ai demandé à Thomas. Ce sera difficile, mais on y arrivera. »« Je sais, » dit-elle en se blottissant contre lui. « Tant que nous serons ensemble, nous pourrons tout surmonter. » Le mariage eut lieu comme prévu. Malgré l'incendie, malgré les pertes, Scarlett insista pour ne pas reporter la cérémonie. La vie devait continuer, disait-elle. Le bonheur ne pouvait pas attendre. La cérémonie se déroula dans la petite église de la ville. Scarlett se tenait devant l'autel dans sa simple robe blanche, tenant un bouquet de fleurs des champs que Pierre avait cueillis pour elle à l'aube. Et il portait un costume neuf, sombre et sobre, ses cheveux soigneusement peignés en arrière. Le père MacGregor lut les vœux, et au moment d'échanger les alliances, Pierre sortit de sa poche 2 simples anneaux d'or. Il en passa un au doigt de Scarlett, et elle sentit son cœur déborder d'amour. « Je promets de t'aimer tous les jours de ma vie, » dit-il. Dans la joie et dans la peine, dans la richesse et dans la pauvreté. Je promets d'être à tes côtés, quoi qu'il arrive. Je le promets aussi, murmura Scarlett en passant l'alliance à son doigt. De t'aimer, de te respecter, d'être avec toi jusqu'à la fin. Je vous déclare mari et femme, dit le père MacGregor avec un sourire. Vous pouvez embrasser la mariée. Pierre se pencha et l'embrassa, longuement, tendrement, sous les applaudissements et les cris de joie de l'assemblée. Le repas de fête fut servi directement au ranch, en plein air. Pierre avait tout préparé lui-même, dinde rôtie aux herbes, légumes au four, pain frais, tarte aux pommes. Les gens mangeaient, riaient, dansaient au son d'un vieux violon joué par l'un des ouvriers. Scarlett dansa avec Pierre sous les étoiles, se serrant contre lui et sentant qu'elle était enfin là où elle devait être. « Es-tu heureuse » demanda-t-il doucement. « Plus heureuse que jamais, » répondit-elle. « Avec toi, je suis chez moi. » Où que nous soyons, tant que nous sommes ensemble, je suis chez moi. Alors nous serons toujours chez nous, promit-il. L'hiver arriva avec des vents froids et des tempêtes de neige. Mais à l'intérieur de la maison du ranch, chêne rouge, il faisait chaud. Scarlett et Pierre travaillaient ensemble, reconstruisant ce qui avait été perdu dans l'incendie. Ils achetèrent du nouveau fourrage, réparèrent les bâtiments endommagés, se préparèrent pour le printemps. Jonathan ne les dérangea plus. On disait qu'il était parti pour plusieurs mois dans un autre état pour affaires. Scarlett ne s'intéressait pas à son sort. Elle était occupée par sa propre vie, son propre bonheur. Un soir, alors qu'ils étaient assis près du feu, Pierre dit « Tu sais, je pensais ouvrir un petit restaurant en ville, rien de grandiose, juste un endroit où les gens pourraient te manger de la bonne cuisine. Peut-être que tu pourrais m'aider à le gérer ?» Scarlett sourit. « J'aime cette idée, dit-elle. Mais seulement si tu promets de faire ta tarte aux pommes tous les jours. »« Promis, » rit-il. « Pour toi, je suis prête à cuisiner n'importe quoi. » Ils s'embrassèrent et le feu dans la cheminée crépitait, projetant des ombres chaudes sur les murs. Dehors, le vent hurlait, mais à l'intérieur, c'était confortable et sûr. Scarlett comprit que sa vie avait enfin trouvé le sens qu'elle cherchait depuis si longtemps. Ce n'était pas seulement le ranch, pas seulement la terre et le travail. C'était l'amour, simple, honnête, vrai. Un amour qui lui était venu sous les traits d'un cuisinier français au cœur bon et aux mains habiles. 3 ans plus tard, le soleil printanier inondait la cuisine d'une lumière dorée, et Scarlett se tenait près de la fenêtre, observant la cour du ranch. Tout avait changé au fil des ans, et en même temps, tout était resté pareil. La grange avait été reconstruite, encore plus grande,
et plus solide qu'avant. Le troupeau s'était agrandi, la terre prospérait. Le ranch Chêne Rouge était devenu l'un des plus prospères du comté. Mais les plus grands changements n'avaient pas eu lieu dans les affaires, mais dans son cœur. Pierre entra dans la cuisine, portant dans ses bras leur fille, la petite Emma, qui n'avait que 8 mois. La fillette riait, attrapant les cheveux de son père avec ses petits doigts. Madouette, elle avait pour vêt les boucles sombres de sa mère et les yeux noisettes de son père. Et elle était la plus belle créature que Scarlett ait jamais vue. « Quelqu'un a faim ?» dit Pierre, avec un sourire, en tendant sa fille à Scarlett. Elle prit Emma dans ses bras, la serrant contre sa poitrine, respirant sa douce odeur de bébé. « Elle te ressemble quand elle sourit, » dit Scarlett à son mari. « Mais elle a hérité de ton obstination, » dit-il avec un clin d'œil, se penchant pour les embrasser toutes les deux. En ville, Pierre avait effectivement ouvert un petit restaurant qu'il avait appelé « Le Chêne Rouge » en l'honneur du ranch. Le week-end, des gens des villes voisines venaient pour goûter ses plats réputés. Mais chaque soir, il rentrait à la maison, au ranch, où sa famille l'attendait. Jonathan n'était jamais revenu. On disait qu'il avait vendu son ranch et était parti vers l'Est, à New York, en quête de nouvelles opportunités. Scarlett ne ressentait aucune colère envers lui, seulement de la pitié pour un homme qui n'avait jamais compris que le bonheur ne s'achète pas avec des terres ou de l'argent. « Quoi penses-tu » demanda Pierre en passant un bras autour des épaules de Scarlett, regardant avec elle par la fenêtre. « À la façon dont la vie est surprenante, » répondit-elle doucement. « Quand tu es arrivé ici il y a 3 ans, je pensais que tu tiendrais 1 semaine, 2, tout au plus. Et maintenant, je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. »« Moi non plus, » dit-il en l'embrassant sur la tempe. « Tu m'as sauvée, Scarlett. Tu m'as donné un foyer, de l'amour, un avenir. »« Nous nous sommes sauvés l'un l'autre, » le corrigea-t-elle en se tournant vers lui. « Et nous avons construit quelque chose de vrai. » Emma s'agita dans ses bras et tendit une petite main vers son père. Pierre prit ses doigts et les embrassa. « Quand elle sera grande, » dit-il pensivement, « je lui apprendrai à cuisiner. Je lui transmettrai toutes les recettes que je connais. Et toi, tu lui apprendras à gérer le ranch. Et elle sera forte, » ajouta Scarlett, « forte comme son père, et courageuse comme nous 2 ensemble. » Ils se tenaient là tous les 3, regardant la terre qui leur appartenait désormais à tous les 2. Une terre qui avait été témoin de leur lutte, de leur amour, de leur victoire. Dehors, le vent faisait onduler l'herbe des prairies, et au loin, les vaches paissaient. Le soleil se déplaçait lentement dans le ciel, promettant une autre journée paisible au ranch Chêne Rouge. Et dans ce simple moment, il y avait tout, l'amour, la famille, le foyer. Tout ce qui comptait vraiment.